Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas d'intérêt en médecine hyperbare, plus spécifiquement d'un événement qui a causé un problème chez un de nos accompagnants en chambre hyperbare. Donc, dans les chambres hyperbares multiplaces, on a toujours du personnel à l'intérieur de la chambre, comme chez nous ici à Lévis, nous avons une chambre hyperbare dont le caisson principal peut accueillir jusqu'à 10 patients à l'intérieur. Donc, nous allons avoir du personnel pour prendre soin des patients durant la durée du traitement qui peut aller jusqu'à à peu près 2 heures et parfois pour une plus longue période, dépendant des conditions qui vont être traitées. Donc, cette journée-là, nous avions à l'intérieur du caisson un inhalothérapeute âgé de 54 ans qui a une bonne expérience d'accompagnant en chambre hyperbare, qui a plus de 275 pressurisations dans le caisson multiplace, qui est en bonne condition de santé et qui prend seulement une médication pour du reflux gastro-œsophagien et qui est un non-fumeur. Le 8 décembre 2017, il était accompagnant pour des traitements électifs à l'intérieur du caisson. Un second accompagnant était présent également à l'intérieur de la chambre. Et le traitement se déroulait à une pression de 2,4 atmosphères, donc ce qui équivaut à l'équivalent de 45 pieds de pression si on était sous l'eau. Et la durée de traitement est d'entour d'une centaine de minutes. Et notre accompagnant va avoir une décompression à l'oxygène à la fin du traitement parce que l'accompagnant respire l'air comprimé à l'intérieur du caisson, donc qui est majoritairement de l'azote. Donc, pour les 15 dernières minutes de son exposition à 2,4 atmosphères, l'accompagnant va respirer de l'oxygène et pour la durée de la décompression, la dépressurisation, qui prend généralement 8 à 10 minutes. Donc, dans notre protocole, on donne beaucoup plus que ce qui est requis en termes de décompression de l'oxygène, parce que si on fait le comparatif avec les tables de plongée, les tables de décompression à l'oxygène qui nous viennent de la marine canadienne, cette exposition-là nécessiterait 5 minutes d'oxygène à 30 pieds de profondeur. Donc, ici, nous donnons 15 minutes d'oxygène à 45 pieds, puis ensuite pour la durée de la remontée. Donc, le traitement dans la chambre hyperbare s'est bien déroulé sans problème. Notre accompagnant sort de la chambre vers 9h30 le matin. C'était sa seule exposition dans le caisson hyperbare au cours de cette semaine-là. Et tout ce qu'il rapportait de particulier, c'est qu'il avait fait certains efforts physiques la veille, au moment où il faisait des rénovations dans sa maison. Et ce qu'il va noter, c'est qu'à peu près 30 minutes après être sorti du caisson, il ressent une douleur plutôt vague, de faible intensité dans la portion antérieure de la cuisse gauche. Et cette douleur reste présente tout au long de la journée. Il n'en fait mention à personne. Aussi, il ne se souvient pas avoir fait aucun effort physique particulier lorsqu'il prenait soin des patients à l'intérieur du caisson. Il n'a pas noté de douleur thoracique, pas de difficulté respiratoire et aucun symptôme neurologique. Et finalement, à la fin de la journée, vers 17 heures, la douleur augmente. Elle est maintenant rendue à une intensité de 6 sur 10 sur l'échelle de la douleur. Et cette journée-là, il devait célébrer son anniversaire. Ça a changé ses plans quelque peu. Donc, il a pris la médication de l'acétaminophène pour essayer de calmer la douleur. Il a décidé d'aller se reposer. Et finalement, vers 20h30, voyant que la douleur ne diminue pas, il contacte le médecin hyperbariste qui le garde. Et aussi, il note que lorsqu'il descend les escaliers, il semble avoir un moins bon contrôle de son membre inférieur gauche et ressentir un peu moins de force dans cette jambe. L'examen physique qui est effectué à ce moment-là, un peu plus tard en soirée, on note dans les signes vitaux une tension artérielle quelque peu élevée, mais le reste des signes vitaux sont normaux. Le patient est bien orienté. On ne note aucune éruption cutanique qu'on pourrait parfois rencontrer dans les accidents de décompression. L'examen cardiopulmonaire est dans les limites normales et les forces qu'on objective aux 4 membres sont normales. Donc, face à cette douleur quand même importante dans la région de la cuisse, douleur musculaire, ceci peut être un symptôme d'un accident de décompression. Donc, le seul moyen de tirer au clair la situation est de tenter un traitement de recompression en chambre hyperbare avec de l'oxygène à 100% pour voir si on améliore la condition. Et c'est ce qui est fait en fin de soirée ce jour-là. Et on utilise la table 6 de la US Navy.
Donc, une pressurisation à 18 mètres ou 60 pieds, où on fait respirer l'oxygène à 100 ensuite une remontée graduelle jusqu'à 9 mètres ou 30 pieds, et encore des périodes d'oxygène. Et après la toute première période d'oxygène de 20 minutes à 18 mètres, le patient nous rapporte une amélioration de l'ordre de 90 de la douleur. 90 de la douleur est disparue. Après la deuxième période d'oxygène à 60 pieds ou 18 mètres, il rapporte une résolution quasi complète de la douleur. Et finalement, après la fin du traitement qui dure près de 5 heures, il n'y a aucune douleur résiduelle. Donc, pourquoi un accident de compression a pu survenir chez notre accompagnant qui avait respecté la décompression avec l'oxygène et qui était déjà un protocole très sécuritaire. On donne beaucoup plus d'oxygène que ce qu'on devrait faire. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il y avait un facteur prédisposant qu'on n'avait pas détecté chez notre accompagnant? Où est-ce qu'il y a un problème technique qui est survenu avec la décompression qui était planifiée, qui a fait qu'on n'a pas donné ce qu'on devait donner en termes d'oxygène? Donc, d'abord, nous avons investigué notre patient et on a fait une échographie transthoracique du cœur et avec infusion de salin agité pour avoir de petites bulles pour détecter s'il y avait présence d'un foramen ovale perméable pour voir s'il y avait un shunt de bulles qui passait du côté veineux vers le côté artériel. Et il n'y avait aucun signe d'une communication entre le côté droit et le côté gauche du cœur. De façon sécuritaire, on a décidé que notre accompagnant ne retournerait pas dans la chambre hyperbare pour au moins un mois de convalescence pour être certain que tout se passe bien. Et donc, la prochaine étape était de voir du côté technique, répondre aux questions. Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de la procédure ou est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de notre appareil de la chambre hyperbare? Donc, est-ce que c'était une erreur humaine? Donc, on a vérifié avec l'opérateur de caisson qui était en charge du caisson cette journée-là. Est-ce qu'il aurait pu avoir une omission de passer à l'oxygène pour amorcer la décompression, avant d'amorcer la décompression de notre accompagnant? Donc, il aurait respiré de l'air comprimé au lieu de l'oxygène. Et notre opérateur de caisson hyperbare était certain, il pouvait nous affirmer sans aucun doute qu'il avait bien fait le switch à l'oxygène et donc la décompression théoriquement était sous oxygène. Donc la prochaine étape était maintenant de voir est-ce que nous avons eu un problème technique au niveau de la chambre hyperbare qui aurait pu expliquer que ce n'était pas d'oxygène qui a été administré à notre accompagnant. Donc, dans notre procédure habituelle, nous faisions une analyse des gaz sur chacune des lignes d'alimentation des gaz à l'intérieur du caisson le matin avant d'ouvrir la chambre hyperbare. Ce que nous avons décidé de donc, ça nous permet de, vous voyez le diagramme ici où on a, je peux faire être un peu complexe, toutes les lignes d'alimentation, tous les circuits respiratoires à l'intérieur du caisson. Donc, on est capable de monitorer ce qui est à l'intérieur de chacune des lignes. Est-ce que c'est le pourcentage d'oxygène dans les lignes d'alimentation? Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'analyser ces systèmes d'alimentation en gaz à chaque fois que les patients et les accompagnants étaient passés à l'oxygène dans le déroulement du traitement en chambre hyperbare. Et ce qui a été noté, c'est qu'à de rares occasions, le pourcentage d'oxygène n'était pas près de 100 % comme nous aurions dû le voir lorsqu'on nous activions l'oxygène sur la ligne d'alimentation. Et finalement, ce qui a pu être identifié par notre directeur de la sécurité, c'est qu'il y avait une valve d'urgence qui était le problème. Donc, cette valve-là, son rôle est de façon automatique, envoyer de l'air plutôt que de l'oxygène dans l'alimentation des masques et des circuits respiratoires à l'intérieur du caisson, plutôt l'oxygène si jamais le système de suppression de l'incendie est activé, parce qu'on veut à ce moment-là diminuer le plus possible l'oxygène dans le caisson pour éviter la propagation de l'incendie. Donc, cette valve avait une fuite, donc elle s'activait partiellement, donc elle diluait l'oxygène qui normalement aurait dû être alimenté la ligne. Donc, voici la fameuse valve qui était en cause. Et cette valve-là vient alimenter notre panneau de sélection là, d'alimentation des circuits respiratoires. Donc, elle vient à ce moment-là interrompre l'alimentation d'oxygène et envoyer seulement de l'air dans les circuits.
Donc, cette valve-là a été enlevée, nettoyée et ensuite replacée, mise en place. Et finalement, nous l'avons complètement remplacée parce que nous avons continué à monitorer de façon assidue la concentration d'oxygène sur nos lignes d'alimentation. Nous avons pu voir que de temps à autre, nous n'avions pas notre 100 comme nous aurions dû le noter. Et finalement, nous avons complètement remplacé la valve par une valve neuve. Et depuis, nous continuons à faire le monitoring assidu et nous n'avons pas eu d'autres problèmes. Donc, les leçons qu'on a retenues de cet événement-là, qui heureusement s'est bien terminé pour notre travailleur qui a complètement récupéré avec le traitement d'oxygénothérapie hyperbare, c'est que les problèmes techniques peuvent survenir et ces problèmes techniques-là peuvent avoir un impact autant sur les patients que sur notre personnel qui travaille à l'intérieur du caisson et que notre personnel accompagnant dans le caisson ne doit pas hésiter à rapporter rapidement tout symptôme après une pressurisation. Encore une fois, comme on peut le voir fréquemment dans la population de plongeurs, l'un des premiers symptômes d'accident de décompression, c'est le déni. Les plongeurs vont hésiter, ils vont essayer de trouver toutes sortes d'autres explications. Bien, on peut voir peut-être la même chose de notre personnel qui va essayer de trouver d'autres explications aux symptômes. Ils ne voudront pas penser que c'est un accident de décompression. Et c'est important d'avoir des procédures de monitoring qui sont bien établies pour aider à prévenir de tels accidents. Et aussi, je pense qu'une chose importante, il est important de partager avec la communauté de médecine hyperbare nos événements, tout accident, tout problématique, donc pour aider d'autres centres à prévenir, en espérant, justement, en partageant cet incident-là, j'espère que ça pourrait peut-être aider à prévenir une telle situation dans un autre centre hyperbare. Je vous remercie de votre attention.